Vous avez déjà sans doute fait de la randonnée ou du camping dans votre vie, alors que ce soit dans des endroits bucoliques ou même en tête-à-tête avec la nature, ou même entre potes pour passer un super moment. Eh bien ici, ça ne sera pas du tout question de ça, car nos histoires seront beaucoup plus sombres. On est allé les trouver sur Reddit et on a rajouté des voix pour plus d'immersion. Mais petite parenthèse, avant de commencer la vidéo, je vous montre un petit peu les avancées de nos locaux horrifiques. Compte. Et là, vous voyez, on a reçu beaucoup de matos d'électronique. On bosse avec une boîte avec des gars vraiment sympas qui ont déjà fait des escape games à Paris. Et là, ils nous ont ramené une quantité de trucs. Vous voyez tout ça là? C'est l'électronique. Ça et même ça. Pas ça par contre. Il faut vraiment vous imaginer l'électronique, il va y avoir des câbles partout. Des dizaines de kilomètres de câbles, mais que vous ne verrez pas bien sûr. Parce que les portes électroniques, les pièges, les trappes de flammes, tout ça c'est de l'électronique quoi. Là par exemple, ils sont en train d'installer toutes les enceintes et il y en a déjà plus d'une cinquantaine dans tous nos locaux. Parce que c'est très grand. Enfin voilà, on se voit la semaine prochaine pour la suite des aventures. Et au programme aujourd'hui, nous allons voir des rencontres flippantes avec des animaux plus ou moins vivants et un accrochage qui aurait pu coûter très cher. Alors cette première histoire est racontée par un mec qu'on a décidé d'appeler Lando, comme on n'avait pas trop d'infos sur son compte. Il commence son récit en disant qu'avec certains de ses potes, il adorait faire du camping. On a fait des tas de camping dans des spots très variés un peu partout aux États-Unis. Il n'y a jamais rien eu à signaler de particulièrement grave ou dangereux. Jusqu'à un été très précis, il y a une dizaine d'années, dans le parc national de Yellowstone. D'ailleurs, en repensant à cette histoire, ça lui fait clairement froid dans le dos, à chaque fois que du coup il doit l'évoquer. Bref, une fois sur place, on décide d'installer notre camp près d'un lac, avant de repartir en randonnée dans les hauteurs du parc. Et après des heures et des heures de marche, ils arrivent en haut d'un sommet et ils ont accès à une vue magnifique. Là, clairement, vous voyez, ils sont aux anges. Mais un de mes potes qui allait un peu plus loin nous dit de venir voir un truc. Je me rapproche et je vois que mon pote montre un crâne de cheval au sol. Mais vous voyez, un crâne sans la moindre chair restante, qui semble être là depuis des décennies quoi, juste un squelette quoi. Il a probablement été bouffé jusqu'à l'os, c'est le cas de le dire, par les charognards et les insectes. Je trouve ça cool et je prends quelques petites photos avec mon téléphone. Il y a un mix entre une petite excitation et un truc qui me fait quand même un peu flipper. Puis après quelques minutes, on retourne tranquillement à notre camp près du lac. Bon, comme ils sont crasseux comme pas possible, ils décident d'aller se baigner à poil dans le lac. La randonnée, ça les a vraiment rendus tout seuls, quoi, comme on dit. Hein. Mais en tout cas, ils ne vont pas tous ensemble dans le lac. Voilà, ils sont peut-être un petit peu pudiques. Ils y vont un par un, quoi. Bref, chacun fait son petit truc de son côté, et après une demi-heure, je retourne au camp, tout propre et changé. Mais alors que j'arrive près de la tente, j'entends un de mes potes hurler « Venez vite, j'ai trouvé un truc !» Tout le petit groupe se dépêche alors d'aller voir ce qui se passe, même ceux qui sont encore en boxer. Et moi, je dois escalader un petit rocher pour voir ce dont mon pote parle. Et il le voit d'ailleurs rapidement sans avoir besoin de se rapprocher plus que ça, puisque c'est un cheval mort, et surtout un cheval décapité. Bien évidemment, je me dis que c'est sans doute le corps qui allait avec la tête qu'on a vu plus tôt. Parce que là, la tête est nulle part. Sauf que ça pouvait pas être le cas pour une raison très évidente. Parce que le crâne qu'ils ont trouvé était propre, voilà, il était débarrassé de toute chair, alors que là, le corps qu'ils sont en train de voir est en pleine décomposition. Mais je me demande quand même s'il y a des animaux assez dangereux dans le parc de Yellowstone pour pouvoir décapiter des chevaux. Et je suis tiré de mes pensées macabres par un de mes potes. Il remarque en effet qu'il y a juste à côté du corps une sorte de petite caméra. Là, le groupe se rapproche et effectivement, c'est bien une vieille caméra qui est posée là. Mais il y a surtout des clichés négatifs à côté que le groupe va observer. Et c'est bien un film du cheval décapité. Mais qui voudrait faire une vidéo de ce truc, surtout avec du matos aussi old school? Et pourquoi il aurait laissé son matériel ici? En tout cas, Lando commence surtout à se demander si la personne qui a filmé ça est la même qui a décapité la pauvre bête. Et pourquoi du coup le crâne serait à part et dans cet état, si loin de là. Mon pote me dit qu'en fait il a trouvé la caméra à moitié enterrée avec les négatifs. Je commence alors à flipper, car en plus de la situation déjà très creepy, je me dis que le mec qui a installé ça, il allait sans doute revenir récupérer son matos. Et il y a une chance pour qu'il soit pas loin du tout. Alors bien sûr, il n'en faut pas plus au groupe de gars pour se barrer immédiatement et ne pas vouloir revenir. Et même si hélas, ils avaient trouvé le spot parfait pour pouvoir camper, ils ont décidé de faire plusieurs kilomètres le soir même, malgré la grosse journée, pour pouvoir s'installer ailleurs. J'en ai pas parlé au garde forestier et c'est pas une histoire que j'ai l'habitude de raconter. Et même là, il l'a fait anonymement sur internet. Ce jour-là, j'ai appris à mes dépens que les parcs nationaux ne sont pas juste habités par des campeurs voulant voir des beaux paysages, mais aussi par des déséquilibrés sur lesquels il faut surtout pas tomber. Des gens avec des intentions scénaristiques mystérieuses, on va dire. Mais en tout cas, pour notre prochaine histoire, là on reste en Amérique du Nord, mais on change de parc national pour un tout autre type de rencontre.
Alors cette histoire-là est racontée par un certain Brian Payne 27. Elle remonte à il y a 2 ans. Alors pour le récit, on a décidé de l'appeler Brian, hein, ça rimait, c'était bien, c'est joli. Alors il nous met un petit peu le contexte. Juste après le lycée, Brian et 3 de ses potes ont décidé de partir quelques jours dans les Appalaches. L'idée était de faire un énorme tour en partant du centre-ouest de la Pennsylvanie pour aller jusqu'au New Jersey. Je vous montre la carte, vous voyez, c'est là, il commence là et hop, ça vers là, voilà. Une sorte de voyage spirituel, si on peut dire, entre le lycée et l'université, histoire de marquer le coup. Bon, le début de la randonnée se passe bien et le petit groupe vit sa meilleure vie, perdu au milieu de nulle part. Mais lors du 3e jour, alors qu'ils sont en pleine nature, à des kilomètres à la ronde de toute civilisation, ils vont faire une drôle de rencontre. Un homme, littéralement usé par la vie, sort des broussailles pour se planter devant nous, en plein milieu du sentier. Il a des longs cheveux qui tombent jusqu'à ses épaules, mais ils sont très sales, comme s'ils n'avaient pas été lavés depuis des mois. D'ailleurs, cet homme porte un équipement de randonnée mal rangé, et en observant de plus près, Brian se rend compte qu'il a l'air d'avoir connu des temps difficiles, on va dire. Il semble relativement jeune, mais ses mains sont marquées de cicatrices et de piqûres. D'ailleurs, petit bonus, qu'il met très mal à l'aise, mais il porte une machette attachée à la ceinture. J'aurais pu comprendre si on était paumé en plein milieu de l'Amazonie, mais là, dans les Appalaches, c'est un peu bizarre. En tout cas, cet homme se présente à eux sous le nom de Lone Wolf, le loup solitaire en français. Et il déclare qu'il est un randonneur qui s'est perdu, alors qu'il parcourait cette chaîne de montagnes du sud au nord. Sauf que, il n'a pas de sac, pas même un petit sac à dos à la con. Je vous le dis clairement, à l'époque, on a 18 piges, on est un peu con à cet âge-là. À aucun moment, on s'est dit que ça pouvait être dangereux, et ça nous a même pas traversé l'esprit de nous barrer en courant. Du coup, voilà, ils étaient pas plus inquiets que ça, et puis ils se sont dit, allez, c'est un vieux, voilà, on s'en fout. Ils le trouvent d'ailleurs plutôt sympa, malgré son look un peu bizarre, et en réalité, ça les amuse même un petit peu. Et ils vont alors taper un petit peu la discute avec lui, et ils lui proposent même une clope. Mais pendant que ce fameux Lone Wolf fume, il commence à fixer Gwen, ma pote, de façon insistante. Puis, il commence à la complimenter de manière très lourde avant de carrément lui faire des avances. Alors, le truc, c'est qu'il le fait devant tout le monde et le groupe n'est plus très amusé du tout. Et là, en plus de la gêne, il y a un sentiment de peur qui commence à s'installer. On décide alors de lui fausser compagnie et on se barre de cet endroit rapidement pour continuer notre chemin, en espérant bien sûr ne plus jamais croiser ce mec. Bref, le temps passe et 2 heures après, à des kilomètres plus loin, le petit groupe se repose sur un énorme rocher. Et à leur grande surprise, ils voient le Lone Wolf, la machette à la main, se faufiler dans les broussailles à côté du sentier, pour arriver finalement jusqu'à leur hauteur. Mais il ne dit rien, pas un mot. On commence alors à paniquer pour de bon, on met fin à notre pause et on reprend la route, en accélérant méchamment le pas. Sauf que Lone Wolf continue de les suivre à quelques dizaines de mètres. Et parfois d'ailleurs ils le perdent de vue quelques minutes, mais inexorablement il finit toujours par ressurgir derrière eux. Je me dis quand même qu'il a l'air beaucoup plus faible que nous, et du coup je dis à mes potes de courir pour qu'on prenne assez d'avance. Et finalement, à la tombée de la nuit, là, il n'y a plus de Lone Wolf. Il semble avoir semé, pour de bon. Sauf qu'ils sont vraiment pas rassurés. Et à chaque brindille cassée ou à chaque ombre qui bouge, Brian et ses potes sont tétanisés et complètement tombés dans la parano. Sans surprise, personne n'arrive à dormir. Tout au long de la soirée, on entend un bruit redondant de broussailles et de brindilles qui se brisent un peu plus loin dans la forêt. D'ailleurs, à un moment, et étant vraiment trop paniqué, Brian croit voir quelque chose bouger à quelques mètres, ou plutôt quelqu'un. Mon réflexe est alors de crier « Qui est là ?» Les bruits s'arrêtent alors d'un coup, j'ai le sang glacé et je sens un horrible frisson me parcourir la nuque. Et après quelques secondes passées à ne pas pouvoir bouger, il dégaine un couteau. Il a les mains alors qu'ils sont moitié tremblantes, et d'ailleurs son meilleur pote, qui est au moins aussi paniqué, il crie « On a une arme !» C'est pas tout à fait vrai, c'est juste un petit couteau de merde. Mon pote fouille alors dans son sac et en sort le manche d'une poêle de camping qui, dans l'obscurité, ressemble vaguement à un fusil. Genre vraiment vaguement. Et du coup, il commence à l'agiter devant le feu. Là, le petit groupe est tétanisé et un des potes de Brian est à 2 doigts de vomir de stress. Puis il y a ensuite un silence glaçant qui va durer quelques secondes, qui paraissent interminables. Puis j'entends un craquement rapide de feuilles et un bruit beaucoup plus lointain de brindilles qui se brisent. Et à nouveau, le silence complet. Là, sans surprise, la nuit du petit groupe va être clairement longue et horrible. Et personne n'arrivera vraiment à dormir, de peur de se faire agresser à n'importe quel moment. Au petit matin, on reprend notre route et un garde forestier local vient à notre rencontre alors qu'on s'approche d'un abri. Là, ce dernier leur demande s'ils n'ont pas aperçu un homme dont il fait la description complète. Et bien évidemment, cette description colle à 100% à Lone Wolf. Un mec débraillé, avec des longs cheveux sales, avec un regard mauvais, une machette à la ceinture et surtout aucun sac de rando. Ce qui est un peu con quand tu te balades tout seul, quoi. Je sais pas comment le gars il survit, quoi. Il doit bouffer des racines ou des conneries du style. Je demande alors au garde forestier pourquoi il le cherche, est-ce qu'il avait fait quelque chose, est-ce qu'il était vraiment une personne disparue. C'est la deuxième réponse que j'aurais aimé entendre, mais ce n'est pas le cas.
Et là, le garde forestier leur dit que le lone wolf dont il parle, il a attaqué quelqu'un il y a quelques jours, avant de le tabasser quasiment à mort. Et bien évidemment de le voler suite à ça. On commence alors à se décomposer et une chier de questions se bouscule dans nos têtes. Déjà, on leur apprend que le shérif local a pris l'affaire en main et il a demandé à tous les gardes forestiers du coin de l'aider à le retrouver. Donc le garde forestier avec qui il discute. Ce garde, qui a bien évidemment remarqué qu'on était secoué au possible, nous a fait monter dans son 4x4 pour nous emmener un chemin beaucoup plus grand, quelques kilomètres plus loin. En tout cas, suite à ça, Brian et ses potes ont décidé d'écourter leur séjour, tu m'étonnes, et de quitter la zone le plus rapidement possible. Si le début de nos vacances dans les Appalaches se sont super bien passées, elles se sont achevées sur un horrible arrière-goût de doute, de peur, de parano. Et qu'est-ce qui se serait passé si le groupe n'avait pas été aussi sympa quand ils l'avaient rencontré, ce type, le Lone Wolf? Et d'ailleurs, quelle était la silhouette qu'ils ont vue la nuit passée? Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était juste un animal sauvage? Je sais pas. Je veux pas spécialement avoir la réponse et je suis content qu'on soit parti à plusieurs, car le dénouement n'aurait sans doute pas été le même si j'étais parti tout seul. Si ce genre de rencontre peut être flippante, il y en a une autre, d'un autre type, qui va se révéler clairement traumatisante. Cette histoire est racontée par Axolotl Farmer, qu'on renomme Alex, voilà, c'est plus simple. Et il y a quelques années, il a participé à une sorte de trekking, camping, dans le parc national de Taman Negara, en Malaisie. Et il nous résume son périple dans les grandes lignes. Plus de 2 heures à remonter une rivière en pirogue, avant de s'enfiler pratiquement 10 bornes de randonnée dans une forêt humide. Le tout pour rejoindre notre destination finale, une gigantesque grotte du nom de Gabessar. Alors, c'est le jour J, et là, après des heures interminables à traverser une partie de la forêt, les voilà arrivés sur place. On dépose alors les affaires dans la grotte, avant d'aller chercher du bois pour allumer un feu à proximité. Alex demande alors à son guide, Richard, à quoi va servir ce feu-là. Et là, Richard lui dit alors... Pour faire à manger, bien évidemment. Et surtout, ça nous servira de protection. Quand j'entends cette phrase, je rigole. Pour se protéger de quoi? Des tigres peut-être? Alors, il précise quand même que le parc de Taman Negara s'étend quand même sur 43 000 km² et que la population de tigres est à un peu moins de 200. Donc, il y a peu de chances qu'ils en croisent un. Sauf que Richard ne trouve pas ça drôle du tout. Il se retourne d'un coup et me dit droit dans les yeux. Ne plaisante pas à propos des tigres. Jamais. Surtout pas en présence des autres touristes. Ok, en tout cas, Alex sent une sorte de malaise flotter dans l'air. Je décide de changer de sujet pour détendre l'atmosphère. On continue alors notre route avec Richard, et on ramasse du bois à droite à gauche. Et finalement, on revient à la grotte. Mais il sent que Richard a l'air ailleurs. En fait, Alex lui demande ce qu'il se passe, mais il l'envoie chier. Il décide alors quand même d'insister, mais il sent un truc bizarre. Et Richard lui répond alors... T'as vu cette petite grotte là-bas, sous la grotte où on dort? T'as remarqué l'odeur? D'ailleurs, maintenant qu'il le dit, Alex remarque qu'il y a une forte odeur de musc. Mais je me disais, c'est normal, ça pue une grotte. Sauf que Richard a pas du tout l'air d'accord. C'est pas la grotte. Il y a quelque chose de mort à l'intérieur. La grotte est un repère. Alex a clairement perdu son petit sourire du début là, et il y a plein de questions qui lui passent par la tête, comme... Quelle sorte d'animal ça peut être? Est-ce que la grotte est encore utilisée? J'ai pas le temps de me poser toutes ces questions, que Richard met un terme à notre conversation, parce que les autres campeurs sont de retour. La soirée arrive très vite et au menu, là, un petit ragoût et le tout autour d'un petit feu et de quelques bougies à droite à gauche, quoi. Une très bonne ambiance dans un cadre vraiment cool. Mais moi, j'ai pas envie de rester là. Je veux partir à l'aventure. Parce que plus tôt dans son séjour, il a déjà fait ça pour aller voir des cerfs, des scorpions et puis des lézards volants. Il y a des lézards qui volent, tout à fait. Mais je sais que plus on s'éloigne de la civilisation, plus il y a des choses vraiment intéressantes. Et j'ai très envie de voir des tapirs, des pythons et même peut-être des éléphants. Sauf que il faut être pas avec un groupe qui fait un boucan de diable, quoi, évidemment. Du coup, je me lève, je dis à Richard, bon allez, je vais me faire une petite promenade nocturne. Sauf que Richard, lui, il perd rapidement patience, mais il veut pas crier trop fort pour ne pas attirer l'attention. Non, on est dans la vraie jungle, c'est pas un jeu. Ici, il y a des léopards, des cobras et des tigres. Quand on est plusieurs, ça peut aller, mais si t'es tout seul, ils vont t'attendre dans un arbre. Ils vont t'observer, et quand tu t'y attendras le moins, ils vont te tuer. Ouais, je suis un peu agacé, et je pense que Richard en fait des caisses. Mais c'est pas grave, sur les coups de 22h, je me barre, avec une lampe frontale et ma machette. Là, il commence alors à rôder dans la forêt, à s'éloigner du coup de son groupe, et il voit rapidement des espèces de cerfs et des sacrées araignées. Et là, clairement, il est aux anges, il se sent libre, il voit des trucs de folie, il adore. Et c'est que le début. Mais rapidement, je comprends qu'en fait j'ai tourné en rond, et je suis de retour devant la grotte. Mais ça fait que 20 minutes que je suis parti, donc je décide de continuer ma route. Et là, direction la fameuse tanière qu'il avait vue l'après-midi. En fait, de son propre aveu, il est clairement habité par un excès de confiance. Il se dit, c'est bon les gars, la jungle, calmons-nous quoi. Et puis il est quand même sceptique avec l'histoire de Richard. Il pense qu'il essaye de le mousser juste pour l'effrayer quoi. Je m'arrête juste en face de la tanière, et l'odeur est horrible. Et là je me suis dit,
comment j'ai pu penser que c'était une odeur normale? Là, Alex alors éclaire la grotte avec sa frontale et il n'y a rien. En fait, soit la tanière a été abandonnée, soit son habitant est sorti pour la nuit. Mais il espère quand même de tout cœur que c'est la première solution. Et là, j'entends un petit bruit sur ma droite et je me retourne d'un coup. Puis je me fige, comme une statue. Parce que, à 15 mètres de lui, il voit les yeux les plus grands et les plus brillants qu'il n'ait jamais vus, qui jaillissent de l'obscurité. Ils sont jaunes vifs, de la taille d'une balle de ping-pong, et ils semblent briller dans la nuit. Alex a vu beaucoup d'animaux et il sait comment ils se comportent. Que ce soit les cerfs, les porcs, les chats sauvages, tous commencent par sursauter, vous fixer, et après quelques secondes, ils courent pour s'éloigner le plus vite et le plus loin possible. Sauf que ces yeux-là, qui sont en train de le scruter, ce ne sont pas ceux d'une proie. Il balaie la forêt lentement, avec le calme d'un animal qui n'a pas besoin de se préoccuper de ce qui se trouve plus haut dans la chaîne alimentaire. Ce sont les yeux d'un prédateur. Là, immédiatement, Alex est trempé de sueur, et tout ça provoqué par le stress ou la peur. Il lève alors sa machette en l'air, mais il tremble de tout son corps. C'est donc moyennement utile et efficace. Le pire, c'est qu'à cause de la végétation, je ne vois pas son corps, mais juste ses yeux. Et d'ailleurs, à vue d'œil, s'il décide de lui sauter dessus, ça ne prendra que quelques secondes avant qu'il ne se fasse déchiqueter. Toujours pétrifié, je perds l'animal des yeux, et il n'y a plus aucune trace de lui. C'est le silence complet. Il ne sait plus où se trouve la bête. Elle pourrait être en train de lui tourner autour, on ne sait où. Là, il est alors pris d'un réflexe, tout sauf rationnel, mais il fait demi-tour et il se met à courir le plus vite possible en direction du camp. Je ne m'arrête pas de courir et je suis à 2 doigts de taper un malaise en arrivant. Et d'ailleurs, il dit qu'il a l'impression de revivre une scène du projet Blair Witch, une scène dans laquelle les héros couraient pour leur vie, quoi. Et il ne s'arrête de courir qu'en voyant le feu de camp de la grotte dans laquelle ils dorment. Il se rapproche, et il finit par voir Richard, qui bien sûr était en train de l'attendre, et encore tout haletant et transpireux, il lui dit « Richard, j'ai vu quelque chose, près de la tanière. Des yeux énormes, comme un chat. » Et là, Richard, du coup, il lève les yeux au ciel et il fait la tête de quelqu'un et qui pense « Je te l'avais bien dit ». Et ils étaient de quelle couleur ces... Jaune vif. Eh ben, c'était probablement un tigre. Bon, Alex est clairement pétrifié et il décide alors de se coucher dans un petit coin de la grotte, en PLS quoi, en petite position comme ça, en recroquevillé, dans un mélange de honte, de peur et de parano. Après une nuit des plus agitées, notre groupe reprend la route pour rejoindre un cours d'eau, où se trouve une tribu locale avec laquelle Richard échange. Il revient vers moi et il me dit « Je viens de parler avec quelqu'un de la tribu des Orangasli. Ils connaissent tous cette fameuse tanière. Avant, elle était vide, mais depuis quelque temps, il y a un tigre qui y vit. Le plus grand et le plus vieux tigre qu'ils connaissent. » Là, Alex se dit, mais comment ça se fait que on amène des campeurs tout innocents dans cet endroit-là s'il y a un tigre énorme qui y vit et que tout le monde est au courant, quoi. Bref, on finit par revenir à notre endroit de départ et le directeur de l'agence qui organise ces campings trouve ça très drôle. Et là, il dit à Alex qu'il n'y avait vraiment pas de quoi être inquiet parce que les tigres ne font que jouer avec vous, comme un chat qui jouerait avec une souris, en gros. Et je suis pas du tout fan de la métaphore, étonnamment. Après, il n'est pas 100% sûr de s'être retrouvé face à un tigre, mais il y avait quand même de grosses chances que ce soit le cas. Les yeux, l'odeur, la tanière dans laquelle c'était. C'était la première et la dernière fois que je n'écoutais pas les conseils d'un guide. Bref, en tout cas, si vous avez fait ou vous faites du camping cet été, vous le savez probablement, mais la nuit, dans le noir et avec les brindilles qui craquent et les bruits étranges de la forêt, on n'est jamais trop sûr. En tout cas, clairement moins que le jour. J'ai jamais eu en tout cas la chance de faire du camping, ou alors je m'en souviens pas, sauf peut-être sur une aire de parking, du coup pour aller en vacances avec mes parents, mais c'était pas pareil, évidemment. Mais clairement, ça me tenterait bien. Ça me tenterait bien, et puis voilà, on ne sait pas, d'ici là... tout est possible, quoi. En plus, ça coûte pas très cher. Faut acheter la tente, je suppose. C'est quasiment moins cher qu'une chambre d'hôtel, quoi. Voilà, je sais pas. On va regarder, du coup, ensemble. Ah ouais, en vrai, c'est pas cher du tout, hein. On peut trouver des petites tentes de merde. Alors, je sais pas à quel point elles sont bien, si c'est du 5 étoiles, mais on chope des tentes, franchement, pour 30 balles. 30-40 balles, on a une tente à 2 ou 3 personnes. Putain, pas mal, hein. Bon, en tout cas, passez de très bonnes vacances d'été. Et d'ailleurs, si vous aimez faire des beaux rêves et du coup, savoir ce qui se passe de vos nuits et du coup, de votre sommeil, comment se déroulent vos rêves, sachez que j'ai une liste privée qui s'appelle Morpho, où vous pouvez vous abonner et vous recevrez alors à peu près un mail par semaine de ma part où je vous raconte des choses sur par exemple l'écriture de la saga, sur les rêves que je suis en train d'écrire ou alors ce que la science et les gens savent aujourd'hui sur les rêves. Et il y a des choses assez folles. Bref, c'est en description si ça vous intéresse et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo sur Conte.